Oui, c'était Olivier qui devait donner le talk normalement, mais du coup il n'était pas dispo. Mais le talk n'a pas changé, donc c'est toujours la même chose. C'est une dérivée en fait d'un... On va des conférences Python, et en fait c'est la dérivée en mode présentation d'un tutoriel qu'on a fait dans le passé, au mois de septembre. Et l'idée, c'est que scikit-learn n'est pas forcément fait pour manipuler des time series. Et en fait, on s'est attardé un petit peu pour voir ce qu'on pouvait faire avec scikit-learn, voir où il y avait quelles limitations on pouvait avoir, etc. Et après, dans la présentation, je vais ouvrir sur qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire du scikit-learn. Donc juste, oui, moi je suis software engineer à la fondation scikit-learn. Donc la fondation a été créée après que je sois dans le développement de scikit-learn. Mais depuis 2019, on a un consortium à l'intérieur de la fondation INRIA qui nous permet de faire du développement et de la maintenance sur le logiciel, ainsi que de travailler avec la communauté à l'extérieur et également faire des choses sur de la formation, prendre du temps pour faire des tutoriels et de la documentation etc. Et à part ça, avant, je travaillais sur autre chose qui était déjà liée à scikit-learn, mais qui s'appelait Imbalance Learn, qui donne un peu de focus sur tout ce qui est classification quand on a des problèmes de balancing. Alors, un petit peu sur scikit-learn, alors j'ai fait vraiment bref. J'ai regardé hier soir où ça en était, parce que je ne suis pas forcément les statistiques. Mais donc scikit-learn, c'est une librairie de machine learning, donc il y en a plusieurs. C'est assez populaire, donc ça doit être la 5e, elle doit être classée 5e sur GitHub. À la différence que celles qui sont plus populaires sont les librairies de deep learning, donc en fait on est sur des créneaux différents. Et tout ce qu'il y a avant, il y a Keras, TensorFlow. Keras est même dans TensorFlow, mais ils ont un approché différent. Et après, il y a aussi les transformers de GainFace et PyTorch. Et plus récemment, il y a eu un survey de Kaggle qui a donné quelques résultats où scikit-learn est toujours classé, du moins depuis les 5 ou 6 dernières années, dans les librairies favorites et utilisées en fait. Alors peut-être que c'est juste pour splitter les données, je ne sais pas, mais j'espère pas. Et quand même le framework le plus utilisé. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, donc, je vais m'intéresser d'abord à qualifier ce que sont les séries temporelles, juste pour donner un peu de background et en fait donner une idée des données que je vais utiliser et la dataset que je vais utiliser. Et je vais juste me focaliser sur 2-3 petits aspects qu'il faut avoir, pourquoi elles sont différentes et en fait quels sont les pièges. Et à partir de ça, une fois qu'on a trouvé en fait quels sont les pièges, je vais m'intéresser sur le problème de forecasting et en fait quelle est la différence avec ce qu'on peut utiliser d'habitude en classification ou en régression d'un scikit-learn et comment c'est différent. Et je vais finir je vais m'attarder plus en détail sur tout ce qui est l'uncertainty, donc la certitude, la prédiction de la certitude, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on fait énormément dans scikit-learn. Et je vais finir sur les librairies qui s'occupent principalement en fait, de forecasting, qui sont spécialisées dans cette partie-là, et donner une ouverture en fait, sur autre chose qui est compatible avec scikit-learn, mais qui est spécialisée dans ce domaine. Alors pour commencer, je vais juste... Donc la présentation est en partie un peu de code et un peu de visualisation, juste pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Et à la fin du talk, je vais donner le lien avec un repository où vous avez le notebook, où vous pouvez répéter par exemple toute cette procédure-là. Donc ici, on va utiliser une base de données qui est basée sur, qui date de 2011 et 2012 à New York, je crois, et c'est sur du bike renting. Et l'idée, c'est d'être capable de prédire à un instant T combien de vélos en fait sont loués. Okay. Et on a des mesures. Alors là, je donne. Donc dans scikit-learn, on peut ouvrir des bases de données qui sont souvent hébergées sur un serveur qui s'appelle OpenML, où vous pouvez avoir pas mal de différentes bases de données. Et en fait, on a un fetcher générique qui permet de récupérer n'importe quelle base de données là-bas. Donc ici, on récupère la base de données.
Et c'est ce qu'on obtient comme data frame, où on a un index pandas sur la gauche ici qui nous informe qu'en fait on a bien des données, qu'on a des données temporelles. Et si on regarde le pas, on doit avoir des données toutes les heures et on doit même peut-être avoir des missing data au milieu. Ça peut arriver qu'il n'y en ait pas forcément à toutes les heures. Et autrement, on a des données basées sur la saison, l'année, qui sont déjà du moins, tabulaires, un peu préprocessées, okay, sur le temps, etc., la température. Et finalement, ce qu'on va essayer de prédire, en fait, c'est la dernière colonne ici, qui est la colonne count, qui représente le nombre de vélos qui ont été loués dans cette heure-là. Donc si je fais un peu une représentation graphique de à quoi ça ressemble, on va avoir quelque chose comme suivante. Donc là, c'est la première semaine de location. Et on voit, on a deux petits pics à gauche, donc je suppose que ça doit être le samedi et le dimanche. Et après, on voit les autres jours où on a plus de location et on a des pics au rush hours, okay, quand les gens vont au travail. Donc la première chose qu'on pourrait faire avec scikit-learn, c'est de faire un modèle, du moins faire qu'on utilise un modèle de régression. En gros, on est en train d'essayer de prédire une variable continue. Donc on peut utiliser un modèle de régression et essayer de dire, OK, à partir d'une des lignes que j'avais ici, au tout début, à partir d'une des lignes, je voudrais essayer de prédire le nombre de vélos que je vais louer. Et dans ce cas-là, c'est un modèle de régression. On n'a pas encore vu de modèle de forecasting parce qu'en fait, il y a une différence. Mais on va déjà regarder en fait quel problème on pourrait avoir si on essaye d'évaluer ce modèle-là. Okay, donc c'est la première chose que je voudrais regarder, c'est si j'ai un modèle, du moins tout bête, quelles sont les choses qui peuvent faire que je vais me planter au moment où je vais faire l'évaluation. Donc le modèle qu'on va voir, c'est donc ça c'est le code, mais en gros de manière schématique, c'est le suivant. Ça va être un modèle où on va encoder tout ce qui est du moins toutes les catégories ou tout ce qui n'est pas numérique en fait de ce qu'on avait avant, de manière du moins not encoding, donc avec des colonnes pour chacune des catégories. Et de l'autre côté, toutes les colonnes qui étaient déjà numériques, on va juste les standardiser pour qu'elles soient au moins avec la même moyenne, une moyenne à 0 et une standard déviation unitaire. Et à la fin, on va juste mettre un modèle qu'on est sûr qu'il doit overfitter, parce que ça sera un modèle de plus proche voisin avec un plus proche voisin. Donc, en faisant le design de ce modèle-là, je sais que je ne vais pas avoir de bons résultats normalement. Okay, c'est juste que je veux voir si ça sera le cas ou pas. Parce que mon modèle va overfitter. Il va apprendre par cœur en fait la dataset et ça sera un gros problème. Donc si on veut commencer de faire, normalement quand on essaye d'évaluer un modèle, la chose la plus simple qu'on peut faire, c'est de faire une division entre un jeu d'entraînement et un jeu de test. Et c'est là où on peut déjà avoir un problème sur ce qu'on appelle, on part avec un a priori sur les données et on pense qu'elles sont IID, donc en fait qu'elles sont chacune des lignes est indépendante des autres. Et en fait, c'est là où ça sera faux, parce qu'on est à des données temporelles. Donc, l'instant t t-1 va certainement avoir un impact sur l'instant t. Et qu'elles sont distribuées de la même manière aussi. Donc ça, c'est un a priori qu'on fait en général quand on fait de la classification de la régression. Et ça va poser problème en fait, au moment où on va faire du moins travailler avec les time series. Et donc, si je split mes données en entraînement et en test, et que je ne fais pas attention et que je demande juste, OK, tu peux choisir au hasard en fait, des échantillons pour l'entraînement et l'autre partie pour les données de test. Donc, en fait, on a cassé la structure des données temporelles et que je veux évaluer mon modèle. Moi, j'utilise, en fait, j'entraîne sur les données d'entraînement, je prédis sur les données de test et je calcule une métrique. Donc là, on va utiliser la mean absolute error. Donc c'est en moyenne quelle est l'erreur absolue que je vais faire au nombre de roundings. Donc sur le données de test en entier, on va tourner aux alentours de 76 rentals. Location, désolé. Et si je regarde de manière qualitative sur les derniers jours,
je vais avoir une erreur un peu plus faible, mais on peut s'apercevoir qu'on n'est peut-être pas si mal. Donc les points orange, c'est ce qu'on prédit, les points bleus, c'est ce que ça devrait être, et la ligne noire, en fait, ce serait toutes les données. Okay, et en fait, ici, on n'est pas si loin que ça, et ce qui est intéressant, c'est si, au lieu de faire du shuffling, je ne fais pas de shuffling, donc en fait, je ne casse pas la temporalité, donc la structure des données. Donc là, je vais utiliser, par exemple, la première année pour prédire et la deuxième année pour tester. Et dans ce cas-là, on peut s'apercevoir qu'en fait, c'est beaucoup moins bon. Et donc, si on regarde les données de test, là, on fait au moins 2 fois plus d'erreurs. Et si on regarde de manière qualitative, on s'aperçoit qu'en fait, notre modèle donne des réponses un peu aléatoires, suivant. Donc, il y a des endroits où ça peut fonctionner, des endroits où ça ne fonctionne pas. Et la raison pour ça, c'est parce qu'on a un frein à la première partie où on a une structure dans les données et quand on shuffle, on casse cette structure-là. Et si je reprends le graphique d'avant, pour prédire ici, par exemple, le point noir, la croix noire est un échantillon d'entraînement. Si je veux prédire pour le point juste après, qui était un échantillon de test, je peux juste prédire la valeur que j'avais avant. Et du coup, c'est juste beaucoup plus facile parce que je peux juste lui passer ce point-là. Et en fait, dans ce cas-là, du moins, vous mentez à vous-même si vous faites de cette manière-là. L'idée, c'est que vous ne voulez pas utiliser le futur, moins des données futures, pour pouvoir prédire sur vos données de test. Donc, il y a déjà... Alors, souvent, on ne fait pas seulement un split, okay, on répète les choses en faisant de la cross-validation. Donc, c'est juste répéter plusieurs fois des splits train test. Donc, il va falloir le faire de manière intelligente. Donc la première partie où on faisait du shuffle split, où on faisait en fait du shuffle et on splittait, ça correspond à une cross-validation avec un argument qui s'appelle, une stratégie qui s'appelle shuffle split dans scikit-learn. Et autrement, on a des choses spécifiques pour les time series et on appelle ça un time series split. Et ici, on illustre en fait quelle est la différence. Donc dans le shuffle split, les données rouges ou rosées sont les données de test et bleues sont les données d'entraînement. Donc ici, au hasard, on va sélectionner des données d'entraînement. Donc c'est exactement ce qu'on a fait en fait quand on a fait le shuffle. Et on va juste répéter ça plusieurs fois. Alors que dans le cas où on fait des time series, on va avoir... en fait, on va couper nos données et on va sélectionner une partie données d'entraînement. Et ce qu'on va absolument s'interdire, c'est d'utiliser des données du futur pour les mettre dans l'entraînement. Okay. Donc en fait, si on sélectionne une partie de test qui sera notre deuxième fold, on n'a pas le droit d'utiliser en fait ce qui sera le futur. Donc on va seulement utiliser ce qui est avant. Okay. Donc on va garder cette structure-là pour faire en fait plusieurs itérations. Et si on utilise donc cross-validate dans scikit-learn qui permet de faire cette étape de cross-validation en lui donnant la stratégie, donc ici je lui donne le modèle, toutes les données et ensuite la stratégie, donc soit shuffle split, soit time series, et que je calcule la moyenne des scores, je vais retomber à quelque chose près de ce que j'avais au début quand j'avais seulement un split. Okay, donc moi ça s'accorde. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument faire attention, c'est quand on travaille avec des données time series, on a cette structure temporelle qui ne respecte pas l'assumption de IID, et du coup, il faut faire quelque chose sur tout ce qui est la cross-validation. La deuxième chose qui pourrait être aussi problématique, dans scikit-learn, le score qui est utilisé par défaut, ça sera ce qu'on appelle le R de score, ce qui est la formule à droite ici. Donc si on fait l'analyse, même avec... si on fait l'analyse avec un shuffle split ou un time series split, c'est le score par défaut qui va être donné. Et il faut savoir un peu ce que ce score-là veut dire, parce qu'il va avoir aussi un petit problème, c'est que ici, si on regarde en détail en fait le dénominateur, on va utiliser la moyenne du jeu d'entraînement du test. Et vu qu'en fait, si on prend ici, le jeu d'entraînement va être différent à chaque fois. Et par exemple, si vous avez des distributions qui changent au fur et à mesure, vous n'allez pas être capable en fait, de comparer ce score-là, même sur la même dataset. Donc, comment ça se traduit en pratique? Si vous regardez quand on a fait du shuffling et qu'on a regardé le R2 score, donc en fait là on est sûr qu'on a fait le score est mauvais parce qu'on a cassé la partie
d'indépendance entre les données. Mais au moins, sur la partie du R2, ici, on a échantillonné de manière uniforme. Donc, on a fait attention que, en gros, la distribution sera la même dans le train et dans le test. Et dans ce cas-là, on a quelque chose qui ne varie pas énormément. Par contre, si vous utilisez le time series split, et pour cette dataset, il y a un trick où en fait il y a un trend au niveau des années où on va avoir plus de locations la deuxième année que la première, etc. On va avoir de larges variations et en fait c'est parce que le score qui est utilisé n'est pas un score, c'est un score qu'on ne devrait pas utiliser dans ce cas-là. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention quand vous travaillez avec des time series. Généralement, vous n'allez pas vouloir utiliser le score par défaut de scikit-learn, vous allez vouloir utiliser d'autres types de scores du genre la mean absolute error ou le mean percentage, le mean absolute percentage error ou des métriques qui sont généralement plus dédiées à cette partie-là. Alors, maintenant je vais commencer, maintenant qu'on a vu à peu près les deux choses qu'il fallait faire attention à l'évaluation, donc utiliser la bonne stratégie de cross-validation et utiliser les bonnes métriques. Pour la suite, je vais utiliser une fonction que vous allez voir de temps en temps qui s'appelle evaluate. Et en fait, cette fonction-là va faire la chose qui est marquée ici. Donc en gros, on va entraîner un modèle et ensuite on va passer notre modèle qui s'appelle ici estimateur. Et on va calculer différents scores et on va s'intéresser à 4 scores différents. Il y en a un qui s'appelle donc le mean absolute error, donc c'est déjà celui que j'ai utilisé juste avant. Et après, 3 scores qui sont passés sur la pinball loss. Et je vais revenir plus en détail plus tard à quoi ça correspond. Mais en gros, c'est qu'on est intéressé sur un quantile spécifique des données. Donc par exemple, quand on est intéressé d'avoir non pas seulement une métrique, par exemple la moyenne, un estimateur de la moyenne, mais également du moins un estimateur de l'incertitude. Okay. Donc je reviendrai plus en détail où je vais expliquer ce qu'est la pinball loss et à quoi ça sert. Mais du moins, donc là, le point, c'est que quand je vais appeler cette fonction-là, elle va calculer sur le test set ces 4 métriques ici. Alors maintenant, quelle est la différence entre ce qu'on a vu un peu en régression, où j'avais un tableau X et j'avais des données Y et j'essaye de prédire les locations de vélo. C'est qu'en fait, quand on fait du forecasting, donc en anglais j'ai mis la définition Wikipédia, en gros c'est que le Y à l'instant T va dépendre des Y passés. Donc en gros, la location que j'ai à 9 heures va dépendre de la location que j'ai eue à 8 heures, à 7 heures et certainement les jours d'avant. Okay, donc on a une dépendance. Et les modèles de forecasting, souvent, ce sont des modèles qu'on appelle autorégressifs. Et en fait, ils vont créer un X à partir de Y. Alors, ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, en classification, en régression, on ne fait pas ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on va vouloir être capable de modéliser que le Y ici, en fait, il y a une partie des données qui viennent du passé. Okay, et on va vouloir utiliser cette chose-là. Alors, dans scikit-learn, on n'est pas capable de faire ça de manière... on n'a pas de modèles qui font spécialement cette chose-là, mais on pourrait penser à faire du pré-traitement pour être capable en fait, de créer cette matrice X qui va être une manipulation des données de Y, et en fait on va prendre par exemple les données passées et introduire un retard dans les données. Donc juste pour expliquer comment on peut venir, c'est juste que maintenant on a un vecteur, donc on avait notre matrice X de départ, et on va rajouter des colonnes qui peuvent correspondre en fait à des retards, des données qu'on va récupérer du vecteur Y. Donc par exemple, une chose simple, ça serait de récupérer le nombre d'échantillons de location de l'heure d'avant. Okay, donc en fait, il faut juste qu'à l'instant T, que je regarde le tableau Y avant et en fait l'insérer comme une nouvelle colonne. Okay, donc ça serait introduire juste un retard simple. Après, on pourrait faire la même chose pour YT-2, donc 2 heures avant, et puis je peux rajouter une nouvelle colonne. Et je pourrais même penser, au lieu de rajouter les instants directement, je pourrais prendre par exemple 3 éléments, calculer la moyenne et augmenter en fait le nombre de colonnes avec des statistiques que je veux calculer. Okay. Donc c'est de cette manière-là où on pourrait, ce qu'on appelle ici, créer, tabulariser en fait les time series. Et on se pose, vu qu'on a maintenant nos colonnes YT1, T-1, YT-2 dans X,
on est capable, en fait, vu qu'on va donner ça à l'entraînement de notre modèle va être capable de modéliser à partir de ces données-là. Maintenant, il a ces données-là pendant l'entraînement, donc il va les utiliser. Alors, à quoi ça ressemble avec du code? Donc, si je m'occupe seulement de la partie Y, Pandas va nous permettre de faire des choses comme ça. Okay, donc, assez facilement. Pandas a une méthode qui s'appelle shift, qui peut nous permettre de shifter en fait une valeur au-dessus et en fait de créer un shift, donc de bouger tous les éléments up and down. Okay, donc, si je dis .shift, oups, la première ligne ici, c'est .shift 1, et ça revient en fait d'avoir créé la même colonne que Y, mais avec un décalage qui revient en fait d'avoir les locations 1 heure avant. Shift 2, 2 heures avant, Shift 3, 3 heures avant. Et je peux même m'occuper, par exemple, introduire des choses sur le jour d'avant, donc avec 24 qui c'est 24 heures, etc., etc. Et après, il y a une autre partie, juste pour donner une idée, quand je disais qu'on pouvait calculer des choses plus compliquées. Donc, par exemple, on peut prendre un shift d'1 heure et prendre la moyenne sur les 24 dernières heures par la suite. Donc, en fait, on peut introduire des rolling windows, c'est pour ça que ça s'appelle rolling, où on peut, du coup, ajouter des nouvelles informations. Alors, en faisant ça, du coup, là, j'ai 2 data frames où ça, c'est la tête et ça, c'est la fin de ma data frame. Et on s'aperçoit que si, du moins, le problème de bouger mon Y, c'est que j'introduis des endroits où je n'ai pas d'informations. Okay, parce que si j'ai commencé à avoir une acquisition à l'instant T, ben, je n'ai pas l'acquisition à T-1. Donc, il y a ce problème-là que si on commence à faire des shifts, il y a une partie de la data frame qu'il va falloir jeter à la poubelle, okay, parce qu'il y aura des missing values, des données manquantes. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici sur la partie en fait, où il y a des N à N. Et en fait, ces données-là, après notre pré-processing, on va juste les jeter. Donc, on va perdre, sur les 17 000 lignes, on va en perdre en fait une dizaine. Okay. Alors, juste pour me convaincre que je suis bien en train de faire cette histoire de shift, donc j'ai juste fait un plot de 3 colonnes. Donc, la ligne bleue, en fait, c'était la colonne de départ. Okay. Et ensuite, la ligne verte ici, ben en fait, c'est... non, je vais prendre orange parce que c'est juste 3. Donc, en fait, c'est juste le pic décalé avec 3 échantillons parce que c'est 3 heures après. Et la ligne verte, ben, c'est juste une journée plus tard. Donc, par exemple, ici, le pic bleu, qui est le premier pic bleu, correspond au deuxième pic vert ici. Okay. Donc, en fait, c'est juste qu'on a... On a juste retardé en fait, notre Y. Et maintenant, on va utiliser ces données retardées dans notre X. Alors, une fois qu'on a créé cette matrice like target, ici, je vais juste utiliser, je vais seulement utiliser cette partie-là comme donnée d'entraînement. Alors, par contre, dans cette partie-là, j'ai toujours mon compte, donc ça sera mon Y que j'essaye vraiment de prédire, et tout ce qui est retardé, en fait, ça sera mon X. Okay. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, du moins le forecasting pur et dur, sans données extérieures. En fait, c'est exactement ce problème-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est faire un modèle linéaire, tout simple, et regarder en fait comment ça fonctionne. Donc, on a 2 modèles linéaires. Un modèle linéaire avec un petit peu de pénalité à L2, pour que les poids, du moins, pour essayer de battre un peu l'overfitting. Et un autre modèle qui s'appelle un modèle de poisson. Donc, normalement, le modèle de poisson devrait fonctionner mieux. Donc, l'idée derrière, c'est que notre target ici, on est en train d'estimer des counts. Donc, en fait, on ne peut pas avoir de choses négatives. Et la loi de poisson va mieux fitter en fait, notre target que la mean square normalement. Alors, par contre, si on essaye de faire ça en scikit-learn, donc on juste standardise les données et après on donne ça à notre modèle, on va avoir un modèle non compétitif pour le modèle de poisson. Et c'est parce qu'on a certainement, du moins la manière où on a construit les choses, fait que le problème est ill-posed et le solver ne fonctionne pas du tout et il fail de manière silencieuse. Donc ça, c'est un bug on est en train de regarder pourquoi ça arrive et parce que résoudre des problèmes numériques, ce n'est pas forcément facile.
Mais on s'attendrait normalement à avoir à peu près la même chose dans les deux cas. Et là, on s'aperçoit que on peut utiliser ça comme baseline. Notre baseline, c'est que notre modèle, on fait une erreur en moyenne de 43 locations par heure. Donc si on loue 20 vélos, c'est un problème. Si on en loue 800, c'est beaucoup moins un problème. Okay, donc c'est pour ça que certainement une métrique qui serait mieux que l'absolute erreur, ce serait d'avoir le pourcentage d'erreur en fait pour chacun, du moins ramener ça à un pourcentage. Donc un des problèmes du moins un des problèmes, c'est juste, c'est pas forcément un problème. Mais les modèles linéaires vont essayer de trouver une combinaison linéaire en fait de toutes les données qu'on avait avant. Okay, donc c'est juste une combinaison linéaire des features dans X pour essayer de modéliser Y. Et en fait, ça, ayant un modèle linéaire, il n'est pas super flexible. Et on a peut-être des interactions du genre, on a vu au tout début que le Y, on avait des pics. On devait avoir alors ce qu'on peut appeler peut-être une saisonnalité, mais ce n'est pas sur les saisons, mais c'est sur les semaines. Du moins, on a des choses qui se répètent. Et en fait, les modèles linéaires, tout bêtes, comme on vient de l'introduire, en fait, ils ne sont pas capables d'avoir cette interaction-là parce qu'il n'y a rien qui leur dit « Ah, j'ai une espèce de sinus qui roule, etc. » Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire deux choses. Essayer d'améliorer les modèles linéaires ou prendre un modèle qui, par nature, en fait, est capable d'être assez flexible pour récupérer, du moins, modéliser, en fait, cette non-linéarité. Donc, on va faire les deux. Donc, la première chose, c'est qu'on peut utiliser un gradient boosting pour ça. Ou on peut également passer comme loss soit la loss square error qui correspond au ridge, soit la loss poisson qui correspond en fait au poisson régresseur. Okay, moi, c'est ces loss-là. Et on peut fitter sur nos données, et en fait, on va s'apercevoir que le modèle, sans faire de modification, un gradient boosting en fait est meilleur que les modèles qu'on a vus avant. Okay, il est capable juste avec ces données-là, de faire mieux que le modèle linéaire tout simple. Et que dans ce cas-là, la loss de poisson ou la loss square error donne quasiment la même chose. Okay, donc ça veut dire que même si nos données ne sont pas distribuées de la même manière, bah, en fait, on arrive quand même à s'en sortir. Donc ce n'est pas un cas catastrophique où ça partirait en sucette si on n'a pas mis la bonne loss. Alors pour les modèles linéaires, ce qu'on pourrait faire, c'est justement essayer d'introduire cette non-linéarité. Donc par exemple que sur 7 jours, moi j'ai des sortes de sinusoïdes ou des choses qui arrivent. Et pour ça, on va faire un peu ce qu'on a fait avec stacker des YT-1, YT-2. L'idée, c'est d'augmenter en fait le nombre de colonnes qui vont être basées sur un pré-processing qui peut peut-être nous amener ces formes de saisonnalité. Et il y a un transformer qui peut permettre ça, qui s'appelle les spline transformers, qui permettent en fait d'introduire ces genres de non-linéarité à partir des colonnes de départ. Alors, il y a deux types de transformers qui peuvent faire ça. Un qui est le polynomial features, donc celui qui est sur le dessus, et les spline transformers. Un des problèmes de celui-là, c'est que, du moins c'est plus d'un point de vue numérique, il n'est pas bounded. Il n'y a pas de limite. Il n'est pas borné, merci. Donc ça veut dire qu'en fait, si je prends un degré 3 et que j'ai une grande valeur, il va aller très très haut. Et les splines ont cet avantage qu'en fait, elles vont être bornées. Donc si on est en dehors du seuil de valeur qu'on veut, en fait, ça va être une constante. Et la deuxième chose, c'est que le polynomial feature ici, ils sont monotic increasing. Et les splines ont cette propriété qu'en fait, on va avoir ce genre un peu comme les sinus, etc. Et du coup, ça va nous aider plus pour tout ce qui est saisonnalité. Donc, je peux utiliser ce transformer-là comme une étape de pré-processing après avoir récupéré tous mes Y, comme on a fait au début, mais avant de le donner en fait au modèle de poisson. Et si je le fais, donc ici, on a un modèle qui correspond, donc notre X correspond à nos données retardées. On va juste mettre un spline transformer avant qui va ajouter des nouvelles colonnes en induisant cette non-linéarité. Et du coup,
on va avoir une combinaison linéaire, mais avec des données qui ont été non linéaires à l'intérieur. Okay, donc maintenant, notre modèle linéaire est capable de modéliser cette chose-là. Et si on regarde les résultats par rapport au modèle qu'on avait avant, qui était aux alentours de, je ne sais plus si c'était 110 ou une centaine en moyenne d'erreurs, maintenant on a divisé l'erreur par 2 parce que juste avec ce petit pré-processing qui introduit de la non-linéarité, du coup on a fait baisser l'erreur. Okay. Donc ici on est en train de faire de ce qu'on appelle du feature engineering, du handcrafting. En gros, comme un expert, j'ai vu qu'il y avait une genre de non-linéarité, du coup je me suis dit, en fait il faut que j'introduise cette non-linéarité pour pouvoir la modéliser. Et je peux du coup faire du pré-processing et augmenter mes données. Et l'approche, on va dire, plus data science, c'est de dire, je vais prendre un modèle complexe, genre un gradient boosting, et lui va s'occuper de faire le reste. Okay. Donc on a toujours ces deux choses-là. Okay. Du coup, maintenant, j'en viens à l'estimation de l'incertitude et je vais revenir à ce qu'est la pinball loss. Okay. Donc pour l'instant, j'ai mis de côté tous les résultats qu'on a pu voir sur. Il y avait des choses qui s'affichaient avec pinball loss. Alors souvent, on n'est pas tout le temps intéressé. Jusqu'à maintenant, en fait, quand je donnais un résultat ou une prédiction, c'est en fait, on prédit la valeur expected. Donc dans ce cas-là, par exemple, si on a un modèle ici, notre modèle linéaire, il va en fait être un estimateur de la moyenne des données. Donc en fait, il va prédire sur la dash line qui est en dessous en fait de la ligne orange. Okay. Donc en fait, ça c'est ce que notre modèle il est capable de nous donner. Mais il n'est pas, de temps en temps, on n'est pas seulement intéressé par cette valeur-là, mais on est aussi intéressé sur un écart type ou de savoir quelle serait en fait, avec quelle confidence en fait je donne ce point-là. Et c'est là où en fait on peut être intéressé par des modèles qui vont en demandant par exemple est-ce que tu peux me prédire le quantile supérieur et le quantile inférieur? Donc par exemple les 5%, du moins quelle serait la ligne du modèle où j'aurais du moins seulement 5% des données qui seraient en dessous et l'autre j'aurais du moins toutes les données en dessous de cela, ça serait 95%. Donc si c'est ce qu'on essaye de modéliser ici avec les lignes bleues et vertes, où on aurait un modèle linéaire qui nous donnerait, donc en dessous, si je compte ici, normalement je dois avoir une centaine de points, et si je m'amuse à compter les croix, j'aurai 5 croix au-dessus, donc j'aurai 5 échantillons au-dessus de cette ligne, parce qu'au moment où j'ai fait mon modèle, je vais demander, trouve-moi la ligne qui va me donner l'interprétation du quantile 95. Et de la même manière, je vais avoir la borne basse, où je vais lui demander, par exemple, trouve-moi pour le quantile 5. Et du coup, ça veut dire qu'en dessous de ça, je vais avoir seulement 5 croix, et au-dessus, je vais avoir les 95 croix. Et pour trouver en fait un modèle linéaire, le modèle linéaire, la fonction de coût qu'on va optimiser dans ce cas-là, en fait, c'est ce qu'on appelle la pinball loss. Okay. Donc cette pinball loss, elle ressemble à ce qui est ploté ici. Donc en fait, quand on essaye d'avoir la médiane, on va avoir l'erreur absolue. Okay. Donc ça sera la courbe orange. Et suivant le quantile, en fait, ça va juste revenir à faire une rotation. Et du coup, on change la loss et on obtient des résultats différents qui vont, donc par exemple ici la courbe verte, d'avoir optimisé le pourcentage quantile, on va dire que ça, on va pas commettre beaucoup d'erreurs en fait si on a des choses positives et on va commettre beaucoup d'erreurs quand on est en dessous de ça et inversement pour le 5%. Donc en fait, on change juste notre paramétrisation de la loss qu'on va optimiser et du coup, ça nous donne différents modèles. Alors, comment ça se passe quand on essaye de faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire ça dans scikit-learn? À part les modèles linéaires. Donc, on a déjà on a un quantile régresseur qui pourrait nous permettre de faire ça. Mais ce n'est pas le seul. On peut aussi le faire avec les gradient boosting. Donc, par exemple, si on choisit une loss, donc ici, on n'est plus intéressé par optimiser l'estimateur de la moyenne comme le square error ou comme la moyenne avec une loi de Poisson. Maintenant, on va lui dire, est-ce que tu peux me fitter, par exemple, me donner une estimation des 5% des données les plus basses, et on va lui demander aussi la médiane. Donc, on va faire 3 modèles. Un pour les 5%, un pour les
50% et un pour les 95%. Et du coup, on va avoir 3 modèles et ils vont donner 3 réponses différentes pour une entrée donnée. Et si on commence à regarder pour se convaincre en fait que ces choses-là, elles sont en train de fitter des choses différentes, si on regarde la mean pinball loss avec un alpha qui est à 0,5, donc en fait qui serait c'est à ce moment-là où elle est le plus basse, en fait, c'est quand on a un modèle qui est en train de fitter le quantile 5%. 5%. Okay. Et si on regarde pour la médiane, bah, dans ce cas-là, on va s'attendre que la loss la plus basse, ça serait du moins le 50%, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Et pour le cas le plus haut, donc les 95%, ici on va s'apercevoir qu'en fait on a l'erreur de la pin boss la plus basse quand on a du moins quand on fit le 95. Okay. Donc en fait, c'est ça où on peut utiliser des pinball loss à différents quantiles pour être sûr qu'on est en train de fitter la bonne chose. Et aussi, ça vous dit que le modèle qu'on est en train de fitter ici est en train de minimiser en fait une des pinball loss. Alors, comment de manière qualitative on peut interpréter ce qu'on vient d'avoir? En fait, le modèle, alors ici on a le modèle moyen, donc ça c'était le modèle de poisson d'avant. Le modèle médian, donc celui à 50%, on l'a fait prédire et en fait on va obtenir la ligne bleue foncée, okay, donc il est très proche du modèle de poisson. Et en fait, à partir des 95 et 5%, on va pouvoir prédire la limite haute, okay, la borne haute et la borne basse. Et en fait, l'intervalle qu'on va obtenir, bah, ça va être notre intervalle de confiance entre 5 et 95, donc 90% de confiance. Et du coup, là, on a 3 modèles et ça nous permet de dire, bon, bah, par exemple, à l'endroit où on a un pic ici, bah, notre modèle n'est pas du tout confiant parce que si ça se trouve, il y a beaucoup, du moins, il estime qu'on peut avoir beaucoup de fluctuations. Combien? 5 minutes. OK, donc je vais accélérer un petit peu. Donc on peut se comparer avec d'autres plots. Des plots, par exemple, si on plotte les true demand versus les predicted demand. Et si on plotte les différents modèles, bah, la médiane, on va avoir quelque chose qui va suivre le modèle parfait. Par contre, le modèle à 5% va avoir un front spécifique. Et de la même manière, ce qu'on s'attendrait, mais ce qui n'est pas forcément le cas ici, c'est d'avoir un front spécifique à 95%, okay, pour le modèle qui estime le pourcentage de 95. Alors, une des choses qu'on peut calculer pour savoir si on est bien calibré, pour savoir si en fait si l'écart c'est bien, j'ai bien 90% des valeurs à l'intérieur, bah, ce qu'on peut calculer, c'est ce qu'on appelle la couverture effective. En gros, c'est de regarder dans mes échantillons de test combien de pourcentage de données j'ai à l'intérieur du moins qui sont au-dessus du modèle de 5% et en dessous du modèle de 95. Et dans ce cas-là, on va s'apercevoir qu'en fait, notre modèle n'est pas très bien calibré parce qu'il est à 80%, alors que normalement, on lui avait demandé de nous avoir un coverage de 90% des données. Alors pourquoi c'est le cas? C'est parce que la théorie, ce n'est pas de la pratique. Alors en théorie, ça devrait être vrai, mais en pratique, c'est seulement vrai si on a un nombre infini de points. Okay. Vu que ce n'est pas le cas, notre modèle va avoir un trade, il va faire un trade entre la calibration et être correct en fait. Donc il va switcher entre ces deux choses-là et du coup on ne va pas avoir une calibration parfaite parce qu'il va donner plus de points en fait que les échantillons soient prédits dans le bon ordre. Alors, est-ce que, de toute manière, on aurait pu le faire? Et là, c'est assez intéressant. On aurait dû d'abord regarder ce que c'était sur nos données réelles. Et en fait, on se serait aperçu que pour nos données réelles, on a un incrément sur la deuxième année. Donc, par exemple, là, on a des pics aux alentours de 600 alors que là, on est à 500. Et du coup, d'avoir des pics, ça veut dire que si on entraîne sur l'année 2011, ben, on va pas être capable, en fait, on va sous-estimer de toute manière qu'on va prédire sur l'année 2012. Donc en fait, c'est une des raisons ici. Alors, je mets qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ben, on peut collecter plus de données, être sûr que les données d'entraînement et test soient les mêmes. On peut ajouter des nouveaux features. Et par exemple, ici, je n'ai pas utilisé les features comme la météo, etc. Donc on peut ajouter des features qui vont nous faire réduire en fait l'incertitude si on va améliorer cette chose-là.
ou on peut handcrafter des nouveaux features dans notre modélisation. Ou sinon, on peut essayer d'autres modèles de régression quantile. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que je voudrais juste parler de cycle on time. Mais il y a d'autres modèles du genre quantile forest qui estiment le quantile de manière différente et qui peuvent nous donner, donc ici par exemple, l'estimation ici est symétrique alors qu'avant elle ne l'était pas, ou des méthodes ad hoc du genre MAPI, donc c'est aussi un package Python, qui permettent de prendre n'importe quel modèle et d'estimer en fait le quantile à partir de ça. Donc juste pour conclure, donc ça c'est avec la méthode MAPI. Donc juste pour conclure, donc scikit-learn ça permet de faire des choses avec les time series, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce que la première chose, c'est qu'on a fait du pré-processing dans du Pandas et on ne l'a pas inclus dans la cross-validation. Du coup, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs de méthodologie. Et ça, c'est un peu un problème, okay, parce que si on leak des données, etc. Donc ça, il faut faire très attention comment on construit en fait la matrice X. Et vu que ce n'est pas inclus dans la cross-validation, on peut avoir des erreurs méthodologiques. Et le deuxième problème ici, c'est qu'on n'est pas capable de prédire à plus de... Par exemple, souvent en forecasting, on va être intéressé pour prédire à l'instant t, mais aussi à l'instant t plus 1, t plus 2, t plus 3, jusqu'à t plus un horizon donné. Okay, donc, et tout ça en une seule fois, sans avoir à faire toutes les prédictions. Donc scikit-time, c'est une librairie qui est compatible avec scikit-learn et qui a en fait tous ces outils-là. Par exemple, vous pouvez faire de la cross-validation et vous pouvez définir des horizons et la manière dont ça fonctionne, vous donnez un modèle scikit-learn à l'intérieur et par la suite, en fait, il va transformer un régresseur en forecaster et après, il va s'occuper de faire le pre-processing et la cross-validation avec les bonnes techniques. Donc, c'est juste pour donner un exemple. Finalement, je voudrais juste remercier parce qu'on est les partenaires de la Fondation, parce qu'on a un peu de temps pour travailler là-dessus, c'est grâce à eux. Et finalement, parce que j'étais un peu rapide à la fin, je vous donne le lien du repository GitHub où vous avez le notebook pour répéter les expériences si vous êtes intéressé. Merci. Merci Guillaume.